12 millions, c'est le nombre de personnes handicapées en France. 80% d'entre elles ont un handicap invisible, comme la déficience mentale, les troubles cognitifs, le handicap psychique. Alors, comment mieux inclure les personnes handicapées dans notre société? Comment changer le regard que nous portons aussi sur le handicap? Pour en parler, nous accueillons aujourd'hui sur Radio J la secrétaire d'État chargée des personnes handicapées, Sophie Cluzel. Bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Je suis ravie de vous recevoir aujourd'hui. Alors, il y a énormément de sujets, de débats autour du handicap en France et j'aimerais les aborder avec vous. Mais d'abord, je souhaite revenir premièrement sur votre parcours, Sophie Cluzel, parcours de femme politique plutôt atypique puisque vous êtes à l'origine chef d'entreprise, issue aussi du monde associatif. Vous êtes très rapidement en effet sensibilisée au handicap, fondatrice de différentes organisations, notamment pour la scolarisation d'enfants handicapés et pour cause, votre fille Julia, née en 1995, est atteinte de trisomie 21. Vivre une telle chose, évidemment, en tant que parent, c'est bouleversant et j'imagine que vous avez donc très tôt, il y a déjà 25 ans, été à la fois témoin et victime de manque pour ce type de handicap. Est-ce que c'est cet événement qui vous a profondément donné envie de vous engager ? Oui, bien sûr, puisque je suivais le cours normal d'une vie avec 3 enfants, une carrière, et brusquement, voilà, arrive de naissance donc un enfant différent qui bouleverse tout. Qui bouleverse tout, le rapport qu'on a justement à cette normalité d'avoir de l'avenir, de pouvoir se projeter. Ça, c'est très important. C'est vraiment comment se projeter quand on a une naissance d'un enfant handicapé. Alors, j'ai eu la chance d'avoir un entourage familial extrêmement soudé, parce que le handicap, il bouleverse tout. Soit il soude, soit il disloque complètement une famille. C'est une des premières causes de divorce, le handicap. Heureusement, moi, ce n'a pas été le cas. Et ça a été au contraire une source de rebond, de résilience, de reconstruction complète sur un changement complet, un abandon de sa carrière, comme 90% des femmes abandonnent leur carrière à la naissance d'un enfant handicapé, parce que la stimulation, l'éducation et la stimulation est très importante, surtout au démarrage, surtout pour une trisomie 21. Il faut agir extrêmement vite. Et donc, comme beaucoup de femmes, j'ai abandonné ma carrière au profit, je dirais, du choix de booster vraiment ma fille et puis surtout de m'occuper de la fratrie. Ça aussi, c'est très important. Et puis, tout de suite, je me suis tournée vers l'associatif parce qu'ensemble, on est plus fort et que on peut mieux affronter quand on est mieux conseillé, quand on est épaulé, quand on peut parler de ce que l'on vit avec des gens qui vivent la même chose. Et je conseille à tous les parents de ne jamais rester seuls. Quand un accident arrive, quand une naissance arrive, il faut se retourner vraiment vers cette solidarité associative si importante qui vous permet de vous ressourcer et qui vous permet d'échanger aussi tout ce qui peut être fait au mieux pour les enfants. Alors, est-ce qu'aujourd'hui, les choses ont évolué concernant les prises en charge? Comment justement se situe la prise en charge pour les personnes, par exemple, atteintes de trisomie 21 ou plus largement de handicap mental? Et on va y revenir justement en parlant d'autisme. Alors, tout à l'heure, vous avez dit 12 millions de personnes en situation de handicap, mais n'oublions pas les 8 millions d'aidants. Qui sont autour des enfants handicapés ou des personnes en perte d'autonomie, parce que c'est aussi un des piliers de notre société. Le bénévolat, les aidants qui accompagnent au quotidien justement des personnes qui ont besoin d'être accompagnées. Alors la prise en charge, oui, elle a énormément évolué dans notre pays, heureusement d'ailleurs. C'est-à-dire que l'éducation précoce, c'est très importante, la prise en charge précoce, puisqu'on parle de naissance là. Mais bien sûr qu'il faut agir le plus vite possible, par l'éducation, par la rééducation, pour justement éviter les pertes de chance. Les pertes de chance et les surhandicap. Ça, c'est très important. Donc, de l'information massivement. Il faut aller chercher l'information. C'est pour ça que, quand je suis arrivée au gouvernement, la première des choses, ça a été justement sur handicap.gouv, qui est le site officiel, pouvoir donner le maximum d'informations aux familles pour pas avoir de déshérence sur Internet, qui est certes, je veux dire, une source de recueil d'informations, mais qui parfois aussi a beaucoup de fausses informations. Donc, il faut absolument aller chercher la bonne information. Et puis après, on chemine avec son enfant, on l'accepte, il est différent, on accepte la différence, on peut se projeter. Ça aussi, c'est important de pouvoir se projeter. Alors, les prises en charge, elles ont évolué, bien sûr. La première des choses, et je voudrais quand même rappeler que je suis rattachée auprès du Premier ministre, parce que la première des choses qui a changé dans ce gouvernement, c'est de voir les personnes handicapées comme des sujets de droit et non plus comme des objets de soins. Donc ça, c'est très important. On a replacé les personnes handicapées comme des citoyens avant tout. Et cette vision-là de dire que c'est l'affaire de tous les ministres dans leur politique publique, ça, c'était
très très important. C'est pour ça qu'on a mis le paquet sur l'école inclusive, la scolarisation, la crèche, d'abord même l'accès à la crèche. On a fait énormément de choses pour avoir des bonus sur la crèche inclusive, pour pouvoir aller à la crèche de son quartier, normaliser le rythme des familles, très très important. Donc la crèche de son quartier, l'école de son quartier, vraiment, ça c'est très important. Et surtout, c'est l'affaire de tous, du fait du rattachement auprès du Premier ministre, avec une prise en compte dans chaque politique publique de droit commun de la situation des personnes en situation de handicap. Alors, vous parlez de droit. Justement, vous avez instauré le droit à vie en cas de handicap. Ça, c'est une vraie révolution, car avant, je crois que c'était tous les 3 ans qu'une personne handicapée devait prouver son handicap. Figurez-vous qu'on demandait qu'on était dans la défiance complète et que tous les 3 ans, il fallait retourner chez le Toubib pour aller faire un certificat médical et dire « je suis toujours aveugle, je suis toujours doublement amputé, je suis toujours trisomique, je suis toujours autisme sévère ». Non, ça, c'est fini. La première des choses que, quand je suis arrivée, j'ai voulu simplifier la vie des personnes en situation de handicap, remettre cette confiance entre le fait que j'ai des droits, mais arrêtons de leur demander de prouver sans arrêt leur situation. Donc, droit à vie pour les handicaps qui sont avérés, qui sont installés, et qui malheureusement, en l'état de la science, ne vont pas évoluer. Donc, allocation adulte handicapé en vie, reconnaissance de qualité de travailleur handicapé à vie, pour les 20 jusqu'aux 20 ans, la première allocation pour l'éducation de son enfant, pendant 20 ans. Voilà, c'est un énorme soulagement. On ne va plus refaire son certificat médical, et puis surtout, c'est de la dignité. On arrête de devoir aller réexpliquer sa situation en permanence. Alors, on évoque le handicap mental. Justement, je souhaite aussi évoquer l'autisme, qui concernerait, selon les chiffres de l'Institut Pasteur, 700 000 personnes en France. Un chiffre qui serait toutefois en deçà de la réalité. Et pour cause, les diagnostics se font toujours assez tard. Vous parliez tout à l'heure de diagnostics. C'est une des choses que vous avez longtemps dénoncé, l'errance des parents, notamment pour leurs enfants autistes dans le monde de la médecine. Aujourd'hui, est-ce que les professionnels de santé ont été sensibilisés à ça, au diagnostic précoce ? Alors c'est un grand sujet. C'est pour ça que le président de la République a d'abord voulu que le handicap soit priorité du quinquennat et que la stratégie pour l'autisme au sein des troubles du neurodéveloppement soit une vraie cause pendant ce quinquennat. Donc nous avons mis en place une vraie stratégie. Et dans cette stratégie, il y a remettre de la science, très important. Vous l'avez parlé de diagnostic, mais surtout faire une intervention précoce avant même que le diagnostic soit posé. Et là, on a un investissement massif, 350 millions nouveaux pour améliorer justement ces diagnostics, pouvoir prendre en charge tout de suite. C'est-à-dire qu'on a formé massivement et informé de nouveau les médecins généralistes pour voir les écarts de développement. Croire aussi en la parole des parents, l'expertise parentale. Parce que c'est vrai que souvent les docteurs n'y croient pas forcément tout de suite. On vous dit on a le temps, vous inquiétez pas. Non, là on perd des mois précieux justement d'intervention. Donc tout de suite, on a fait des cahiers très simples d'écart de développement et avec ça, le parent peut discuter avec son généraliste et tout de suite, on enclenche les prises en charge avec un 0 reste à charge pour les familles, ce qui est nouveau aussi. C'est-à-dire que l'orthophonie, c'est remboursé, mais la psychomotricité, la prise en charge psychologique, la prise en charge ergothérapeutique, qui n'étaient pas prises en charge financièrement, le sont maintenant. Donc, pas de reste à charge, intervention immédiate. Alors ça, c'est pour les enfants qui naissent et qui se développent. Mais il y a bien sûr les adultes avec autisme qui n'ont pas été diagnostiqués, qui sont souvent dans des hôpitaux psychiatriques, avec une prise en charge qui n'est pas en adéquation. Là aussi, on a un retard trop important pour faire ce diagnostic. Et il faut absolument qu'on accélère ces diagnostics. Oui, vous aviez parlé notamment de la psychiatrie il y a quelques mois, sujet qui avait été porté à controverse. Parce que pour vous, les autistes n'ont pas leur place en psychiatrie, tout simplement. Les autistes, il faut une prise en charge comportementale, éducative, rééducative. Il faut surtout le faire le plus tôt possible pour éviter justement les surhandicaps et que les troubles de comportement viennent complètement envahir justement cette possibilité d'interaction. Donc il nous faut préciser les diagnostics et surtout on ne vit pas dans un hôpital. Il faut absolument avoir justement des solutions beaucoup plus dignes et respectueuses de leurs besoins. Alors vous aviez justement lancé, Madame la Ministre, peu après votre arrivée au gouvernement en 2017, un 4e plan gouvernemental pour l'autisme. L'objectif annoncé, restaurer la confiance entre l'État, les administrations et les familles. Le budget était alors de 344 millions d'euros. C'était un plan qui à l'époque avait été critiqué quand même par de nombreuses associations qui jugeaient le montant de cette aide dérisoire. Vous leur aviez répondu, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, en 2021, vous parliez tout à l'heure des aides et des soins dont ont besoin, par exemple, les enfants autistes ne sont pas entièrement pris en charge par la sécurité sociale. Beaucoup de familles connaissent encore d'énormes difficultés, notamment pour placer leurs enfants. Est-ce que le gouvernement a respecté son contrat, dirais-je ? Est-ce que la prise en charge de l'autisme s'est améliorée quand même en France ? Bien sûr qu'elle s'est améliorée, mais bien sûr que ça va jamais assez vite pour les familles. Bien sûr, j'en suis tout à fait consciente. Mais c'est 350 millions nouveaux. Mais il y a déjà des milliards qui sont investis. Je voudrais quand même faire une toute petite parenthèse. Rappelez que le budget global de la France pour prendre en charge le handicap,
tout handicap confondu, c'est 51 milliards. Qu'est-ce que regroupe ce chiffre? C'est presque 2,3% du produit intérieur brut. Ces 51 milliards, c'est 12 milliards de financement des établissements médico-sociaux, enfants et adultes. C'est 11 milliards pour l'allocation adulte handicapé. C'est-à-dire que plus de 1 200 000 personnes bénéficient de cette allocation adulte handicapé. C'est un investissement de 2,5 milliards sur le quinquennat, de plus avec la revalorisation de l'allocation, puisque nous l'avons portée à 900 €. Mais c'est aussi, par exemple, les pensions d'invalidité, c'est aussi l'investissement dans l'école, près de 4 milliards pour l'école inclusive. C'est l'investissement pour l'aide au travail. Donc on a une enveloppe, un budget quand même assez conséquent. Pour autant, le ressenti de la personne elle-même n'est pas à la hauteur de son investissement. Donc ce que je veux, c'est que l'argent aille beaucoup plus directement à la personne et qu'elle puisse après avoir le choix de sa vie. Ça, c'est très important. Donc pour revenir sur l'autisme, c'était 350 millions nouveaux, mais il y avait déjà des milliards qui étaient en place pour justement les créations de solutions, pour les autistes sévères dont on a parlé tout à l'heure. Mais c'est surtout qu'il faut qu'on normalise le rythme de fréquentation à l'école avec cette prise en charge très précoce. Ça, c'est très important. Alors on parle de l'école concernant justement la scolarisation des enfants victimes de troubles du neurodéveloppement. Le gouvernement avait prévu dès 2018 de tripler le nombre de places en unités d'enseignement en maternelle, des petites classes destinées aux enfants ayant besoin d'un soutien renforcé. Une centaine de postes d'enseignants spécialisés devaient aussi être créés. On va en parler aujourd'hui. Où en est-on par rapport à... Eh bien, on est tout à fait dans les lignes. Les 100 postes ont été créés en 2 fois, 2 rentrées scolaires, puisque nous sommes à la 3e rentrée scolaire, la 4e même. Les unités d'enseignement, les petites classes pour autistes, pour faire plus simple, ont été créées et on est vraiment exactement dans la planification prévue. Les enseignants spécialisés donc sont auprès justement des équipes pour améliorer. Les unités d'enseignement externalisées maternelles et élémentaires sont en train d'être déployées. Et en plus de ça, on met aussi par exemple des ULIS, les unités localisées d'inclusion scolaire. Alors bien sûr, le maillage est vraiment respecté. Bien sûr, ce n'est jamais assez, ce ne va jamais assez vite pour les parents. Je suis parent, je suis consciente que quand vous êtes encore sur le bord du chemin et n'avoir pas votre place dans cette classe parce qu'elle est déjà saturée, parce que les demandes sont importantes, évidemment que ça génère des frustrations. C'est pour ça qu'on ne baisse pas la garde et qu'on continue le déploiement et qu'il sera maintenu vraiment selon la planification. Et concernant les enseignants, les auxiliaires de vie scolaire par exemple, est-ce qu'ils ont eu une formation? Est-ce qu'il y a eu des structures qui ont été mises en place? Alors, les auxiliaires de vie scolaire, qui est un sujet qui est très connu des médias parce que justement, il nous en manque encore, c'est évident. Les fameux AVS, c'est ça? Voilà, les fameux AVS qui maintenant s'appellent accompagnants éducatifs d'enfants en scolarisation, les AESH, qui étaient les auxiliaires. Donc la moitié des enfants, soit 55% à peu près des enfants, tout handicap confondu, ont besoin d'un auxiliaire. Les autres non. Ils ont besoin par exemple, parce que tout type de handicap. Ils ont besoin, par exemple, d'adaptation pédagogique, de matériel. Ils ont besoin d'adaptation dans leur cycle. Mais pour ceux qui ont besoin d'accompagnants, il faut que ces accompagnants soient là dès le jour de la rentrée. Qu'est-ce qui a changé depuis 3 ans? Plus aucun accompagnant est en contrat aidé. Alors que quand nous sommes arrivés, plus de la moitié des accompagnants étaient en contrat aidé. Ils sont tous en contrat éducation nationale. Il n'y a plus de rupture d'accompagnement en cours d'année scolaire. C'est très important pour un parent. Donc là, déjà, nous avons stabilisé les professionnels que sont... Ce sont des personnes qui restent. Ce sont des personnes qui sont toute l'année. D'abord, elles ont des contrats de 3 ans, renouvelables une fois. Pour beaucoup d'entre elles, elles sont déjà en CDI. Je dis elles parce que majoritairement, ce sont des femmes. Oui. Qu'est-ce qu'il nous reste à faire encore? Il nous reste à faire, et ça le ministre de l'Éducation nationale s'y est engagé, à porter justement la professionnalisation, mais surtout la pérennisation et donc l'amélioration financière du financement, je dirais, de ces postes. Pourquoi? Parce que souvent, ils sont encore en contrat à temps partiel. Parce que l'école, c'est 24 heures, l'école. Et donc, il nous faut améliorer ça. C'est pour ça qu'on a créé des postes d'AESH à 35 heures, à temps complet, justement, pour qu'ils vivent mieux de leur travail. Et c'est pour ça aussi que nous les avons mis au plus près des écoles et des collèges et des lycées, avec des pôles inclusifs, d'accompagnement localisé, pour mieux gérer, justement, les personnes et justement l'adéquation entre les besoins de l'élève et la ressource que sont indispensables parfois pour certains types de handicap que sont ces auxiliaires de vie scolaire. Alors on parle aussi du monde du travail et je regardais ces chiffres pour cette fin d'année, alors que le chômage repart à la hausse dans notre pays, les actifs affectés par l'autisme notamment peinent encore énormément à trouver du travail. Comment vous expliquez cela? Est-ce que c'est le manque d'information, le manque de structure, la crainte de la différence? C'est un peu tout. C'est d'abord une méconnaissance de ce qu'est l'autisme, ça c'est indéniable.
D'abord, il n'y a pas deux personnes autisme identiques. Vous avez un spectre de l'autisme, donc c'est extrêmement varié. Vous pouvez avoir de l'autisme avec sans déficience intellectuelle, certains avec déficience intellectuelle, certains avec des troubles de comportement. L'autisme, c'est une problématique d'interaction, majoritairement. Donc parfois, c'est compliqué pour un chef d'entreprise de comprendre comment fonctionne un autiste. Une personne avec autisme. Oui. Donc, il faut d'abord faire de l'information sur la façon, et puis de l'accompagnement. Accompagnement de la personne, mais accompagnement aussi du collectif de travail. Et c'est pour ça que je déploie l'emploi accompagné. Tout à l'heure, nous avons parlé de l'école accompagnée avec ses auxiliaires de vie scolaire. Eh bien, c'est un petit peu la même chose. C'est-à-dire, c'est des job coachs. C'est des personnes qui connaissent le mode de fonctionnement de cette personne et qui vont accompagner autant que de besoin, de façon peut-être intensive au début. Et puis après, quand la personne devient autonome, justement parce que le collectif de travail comprend son mode de fonctionnement, elle peut se retirer, mais elle peut être rappelée autant que de besoin. Ce sont des services d'accompagnement spécialisés par trouble, et pas que pour l'autisme. Tout type de handicap. Et cela doit être pris en charge par l'entreprise? Non, c'est gratuit pour l'entreprise. D'accord, ça c'est important de le dire. Ça, c'est des financements de l'État, justement, auprès de ces services d'accompagnement professionnels par type de handicap. Mais une seule porte d'entrée pour le chef d'entreprise, c'est une plateforme. Il s'adresse à cette plateforme selon la problématique qui peut être par exemple un trouble psychique ou un trouble autistique ou une déficience intellectuelle. Et là, il va avoir des spécialistes qui vont accompagner la personne, mais qui vont accompagner son collectif de travail, expliquer aux collaborateurs les adaptations qu'il faut faire, si c'est un trouble de la communication. Et donc là, c'est gratuit pour l'entreprise, c'est l'emploi accompagné, c'est l'État qui prend en charge justement pour favoriser l'accès à l'emploi et le maintien dans l'emploi. Donc il n'y a aucune raison qu'un chef d'entreprise refuse une personne handicapée, autiste. Surtout si elle a les compétences qu'il recherche. C'est ça. Parce que la priorité, c'est d'avoir, pour un chef d'entreprise, c'est d'embaucher une compétence. Et donc, si cette compétence, en plus, a un trouble spécifique, maintenant, il peut être accompagné. C'est pas encore assez connu, et donc, merci de me donner l'occasion de pouvoir le rappeler. C'est très important. Ce job coaching, c'est ce qu'on appelle l'emploi accompagné. On est en train de le déployer partout. Et nous rajoutons encore 15 millions sur ce plan de relance inclusif, dont on en parlera. 15 millions de plus pour déployer ces services si importants pour certains types de handicap. Et vous avez mobilisé ces 6 derniers mois l'ensemble des entreprises, vous l'avez dit dans la presse, 140 entreprises qui ont signé le manifeste inclusion en 2019. Qu'est-ce que c'est exactement? Alors, c'était justement mobiliser les entreprises pour leur engagement en disant, OK, depuis 1987, on a une obligation d'emploi. 6%, c'est un quota. Au bout de 33 ans, parce que ça fait 33 ans, nous sommes à 3,6% dans les entreprises privées, presque à 6% dans les entreprises publiques. Donc on voit bien que quand on a une obligation avec donc une pénalité, une contribution, quand vous n'atteignez pas 6%, vous devez payer une charge dans un dispositif qui après est réutilisable pour faire les adaptations, etc., qui s'appelle l'AGFIP et le FIPHP pour le public. Au bout de donc ces 33 ans, nous sommes qu'à 3,6. Donc je me suis dit, le coercitif, ça marche pas si bien que ça. Il faut avoir de l'incitatif. Donc j'ai mobilisé les entreprises pour qu'elles s'engagent dans leur responsabilité sociétale sur 10 engagements extrêmement précis, du stage en passant par le numérique qui soit justement accessible, par l'embauche, par le maintien de l'embauche, par des sensibilisations. Et ils se sont engagés donc en 2019, comme vous le dites. Là-dessus, il y a eu la crise du Covid, le premier confinement. Pendant tout ce temps-là, j'ai continué à mobiliser les entreprises, j'ai mobilisé les organisations syndicales et patronales pour que dans le dialogue social, justement, les personnes en situation de handicap ne soient pas les premières victimes de ce confinement et de cette crise économique dans lequel on est actuellement. Donc, rappeler leurs engagements à ces grandes entreprises, leur dire aussi qu'on est à leur côté, puisque nous avons fait donc le plan d'aide à la relance économique avec une aide de 4 000 € pour toute embauche de personnes en situation de handicap, pour un CDD de plus de 3 mois ou un CDI, quel que soit l'âge de la personne recrutée, à la différence de la mesure jeune, où il y avait une barrière d'âge. Là, il n'y a plus de barrière d'âge pour les personnes handicapées. 4 000 € pour toute embauche qui est prolongée jusqu'à fin juin 2021. Et ça, c'est important à rappeler aux chefs d'entreprise. Et la deuxième chose que je voudrais dire aux chefs d'entreprise, c'est que nous avons la même chose sur l'apprentissage, avec 8 000 € d'aide, d'appui au contrat d'apprentissage. Donc, embaucher une personne handicapée aujourd'hui, c'est aussi
une façon de pouvoir remplir ces engagements de responsabilité sociétale, les engagements qu'ont signés des plus de 140 entreprises du manifeste inclusion. Alors Sophie Cluzel, c'est très important, justement l'essentiel de votre travail et de vos démarches associatives consiste aussi à faire de la sensibilisation autour du handicap. Est-ce qu'il ne serait pas aujourd'hui intéressant de favoriser les rencontres justement entre les personnes valides et les personnes handicapées? Par exemple, je parlais avec une personne handicapée qui me disait mais pourquoi on ne mettrait pas par exemple dans une classe un enfant handicapé par classe, qu'il soit sourd, malentendant, handicapé? Est-ce que ce travail de sensibilisation ne doit pas aussi passer par l'éducation déjà dès le plus jeune âge? Vous avez raison. Moi, je pense que ça c'est le vivre ensemble, le grandir ensemble qui va changer une génération complète. C'est pour ça qu'avec Jean-Michel Blanquer, on est si attentif à cette école inclusive. Aujourd'hui, nous avons à peu près 2,6% d'élèves handicapés parmi l'ensemble des 12 millions de jeunes en situation de handicap, de la maternelle au BTS, si je puis dire. Donc, on voit bien qu'il n'y en a pas encore, je dirais, partout. Ouais. On a 6% d'élèves handicapés de plus chaque année qui frappent à la porte de l'école. On a ces classes autistes dont vous parliez. On a ces classes d'unités d'enseignement externalisées, c'est-à-dire qu'il y a à peu près encore 80 000 enfants qui sont dans des établissements médico-sociaux, mais qui fréquentent l'école de leur quartier maintenant en temps partagé. Ouais. Et c'est par cette mixité, en effet, qu'on va changer le regard, qu'on va s'acclimater, qu'on va s'habituer à avoir un enfant très différent. Mais là où je suis assez fière, parce que ça faisait des années que c'était réclamé, c'est qu'on ouvre les premières classes pour enfants polyhandicapés dans l'école de la République. Les enfants polyhandicapés, ce sont les invisibles de la République. Personne ne les voit parce qu'ils sont en établissement dès leur naissance, ou presque. Et ce sont des enfants qui ont énormément de besoins, qui sont très très dépendants, qui parfois ne s'expriment absolument pas, qui ont des gestes décousus, qui ont parfois que des cris. Eh bien, ils vont maintenant être au milieu des autres enfants, apprendre à leur rythme et avoir ces temps d'échange et ce regard qui va s'acclimater à la grande différence. C'est comme ça qu'on change. À partir de quand? Ça y est, c'est ouvert. Depuis décembre, nous avons inauguré. Le cahier des charges est en train de se mettre en place partout pour les déployer. Et c'est comme ça qu'on rendra visible la grande différence et qu'en effet, on s'habituera à côtoyer la grande différence. Ouais. C'est très important. Alors l'éducation, une des solutions, évidemment. Nous sommes tous concernés pour accélérer cette société inclusive. Le citoyen français a un rôle à jouer, c'est ce que vous déclariez il y a quelques semaines aussi sur France Culture. À part l'éducation, comment changer la mentalité des Français? C'est vrai que je sais que vous appréciez le cinéma notamment, et il y a beaucoup de films récemment, ces dernières années, qui font état du handicap, hors norme des cousins Toledano et Nakache, également le film Presque, je crois, qui va sortir dans quelques semaines. Est-ce que, par exemple, le cinéma est une des solutions pour changer la mentalité des Français sur le handicap? Là, vous touchez quelque chose de très important, le rôle et la responsabilité des médias. Avant de parler de cinéma, je voudrais rappeler que le baromètre du CSA, du Conseil supérieur de l'audiovisuel, a un baromètre de suivi justement de la place de la différence dans la société. Nous sommes à 0,6% de visibilité dans les médias sur le handicap. 0,6%. Alors que le handicap concerne 12 millions plus les aidants, nous sommes presque à 1 Français sur 4 à 5 qui est concerné par le handicap. Donc ce n'est pas à la hauteur de la représentation. C'est vrai qu'à la télévision, il y a peu ou pas quasiment de personnes handicapées à la télévision. Alors, vous me direz que 80% des handicaps sont invisibles. D'accord, mais il en reste encore 20% qui sont visibles. Donc vous voyez, on peut beaucoup mieux faire. Il faut qu'on ait des rôles modèles, justement, qui puissent avoir des présentateurs de grands journaux télévisés qui sont en situation de handicap et qu'on normalise ce regard et qu'on représente les Français tels qu'ils sont dans la société. Alors le cinéma est très intéressant. D'abord, le cinéma, handicap et cinéma égale tout simplement audience. Il faut le dire, tous les films fonctionnent, que ce soit, vous parliez de Hors Normes, Intouchable, mais La Famille de Bélier, ou encore des mentions particulières, qui est l'histoire d'une jeune femme trisomique qui essaie d'avoir son bac. Ouais. Ça fonctionne. Donc, ou le film de Stéphanie Pilonka, Apprendre à t'aimer, sur la naissance d'un enfant trisomique, ils font de l'audience. Pourquoi? Parce que ça intéresse aussi bien les personnes qui ne sont pas concernées par le handicap, parce qu'elles découvrent un nouvel univers, que les personnes en situation de handicap, parce qu'elles le vivent. Donc, on voit bien que ça intéresse. Et le cinéma est un média extrêmement intéressant, surtout quand il est fait par Toledano et Nakache, avec cette pointe d'humour, ce second degré, qui en même temps déculpabilise, mais en même temps parle de sujets très importants. Voilà. Et on n'est pas dans le compassionnel, on est vraiment dans l'empathie, dans la compréhension et en même temps dans l'humour. Et l'humour est une force aussi très importante pour parler du handicap. Mais ça progresse parce que vous avez maintenant des sujets importants. Bon, on va pas parler de Vestiaire, qui est connu de tous les Français parce que il fait un tabac sur France 2 tous les soirs ou presque, mais beaucoup d'autres choses.
Par exemple, il y a une série qui s'appelle Mental, très intéressante parce qu'elle parle du handicap psychique auprès des jeunes. Et toucher les jeunes sur ce sujet-là, le handicap psychique souvent apparaît à l'adolescence, et donc c'est très important. C'est une façon de pouvoir aussi expliquer aux jeunes que vous pouvez être concernés et qu'à côté de vous, il y a peut-être un jeune qui a un problème d'handicap psychique, une bipolarité, une schizophrénie, et qui a envie tout simplement de vivre avec vous, mais où les relations sont parfois compliquées. Alors, vous parliez des réalisateurs Nakache et Toledano, et pour l'anecdote, je crois que vous avez demandé à ce que les deux hommes aient la Légion d'honneur, c'est ça ? Je suis très heureuse qu'ils aient pu être promus. Je pense que ils ont une responsabilité qu'ils assument extrêmement bien. Donc, je trouve que la reconnaissance de la nation est importante pour ces... Alors, on parle des handicaps mentaux, l'autisme particulièrement, on en parlait. Il y a évidemment les handicaps physiques, les personnes complètement dépendantes, qui sont en fauteuil roulant, qui ne peuvent pas se déplacer facilement. C'est vrai que pour ces personnes aussi, il y a des choses compliquées. On va l'évoquer, mais d'abord, plus globalement, c'est vrai que notre pays a connu quand même une crise très importante ces derniers mois, douloureuse en termes d'isolement, d'autant plus pour les personnes handicapées. Est-ce que vous avez mis en place peut-être justement certaines actions pour éviter cet isolement ? Le premier confinement était très compliqué pour les personnes en situation de handicap. Pourquoi ? Parce que beaucoup d'établissements, notamment pour les enfants, ont fermé. Et donc, les familles se sont retrouvées avec leurs jeunes, leurs enfants ou leurs adultes aussi, à la maison, avec une impossibilité de sortir souvent. Donc, tout de suite, le président de la République a pris la parole le 2 avril pour justement assouplir les règles de sortie, pour donner des dérogations, parce que c'était très compliqué à pouvoir supporter d'être enfermé justement chez soi, avec une personne qui avait besoin d'exprimer justement ses troubles de comportement, qui avait besoin de s'aérer et de pratiquer justement peut-être des sorties plus fréquentes. Donc tout de suite, nous avons été à leur côté en donnant des dérogations. La deuxième chose que j'ai fait, c'est que j'ai prorogé tous les droits des personnes auprès des maisons départementales des personnes handicapées pour pas qu'il y ait des ruptures administratives qui viennent surajouter encore des difficultés. Et à la sortie du confinement, nous avons mis en place un numéro, le 0800 360 360, pour accompagner les personnes justement sur l'accès aux soins et les besoins de répit pour les familles qui parfois n'en pouvaient plus. Et donc, nous avons vraiment travailler avec les associations gestionnaires qui ont été extrêmement réactives pour offrir justement plus de solutions de répit, pour se débrouiller, pour pouvoir réouvrir certains établissements, pour les accompagner. Donc le maître mot, c'était l'accompagnement. J'étais en visio toutes les semaines, et je suis toujours en visio toutes les semaines avec l'ensemble des associations, avec le Conseil national consultatif des personnes handicapées qui a joué aussi un rôle très important d'accompagnement, parce que le maître mot, c'était de ne pas rester seul, ne pas être isolé, ne pas pouvoir, souffler. Il y a une grande solidarité pour le premier confinement. Le deuxième confinement a été adapté, puisque comme les écoles, collèges et lycées, les établissements sont restés ouverts. Donc c'était plus facile. Et on a voulu éviter justement les pertes d'acquis, ne plus avoir les rééducations qui sont si importantes pour les personnes, notamment les personnes à mobilité réduite, qui ont besoin de leur rééducation pour justement ne pas perdre certains acquis. Donc là, ça a été un peu plus facile. Mais pour autant, on voit bien que c'est compliqué, que c'est difficile. La crise sanitaire aussi a aggravé l'isolement des sourds et des malentendants. Et je vois, vous êtes venu avec un masque inclusif. Justement, certains enseignants en France regrettent que les enfants sourds et malentendants ne soient pas tous encore équipés de ce type de masque. Est-ce que vous êtes en contact avec eux ? Bien sûr, le ministère de l'Éducation nationale a immédiatement commandé plus de 500 000 masques pour justement, au départ, en effet, faire le porter pour les enfants sourds, leurs collègues et les professeurs, mais à la généraliser dans les maternelles. La CAF en a commandé 400 000 pour le généraliser dans les crèches. Donc ce qui a été développé pour le handicap sert à tous, comme toujours. Le handicap fait avancer la société pour le bien commun de tous. Ce masque inclusif, il a été fait au départ pour les sourds, il sert maintenant donc dans les crèches, il sert pour les orthophonistes, il sert pour les personnes âgées, il est démultiplié partout. L'État est venu, justement, tout à l'heure vous parliez de l'emploi, à côté des salariés en situation de handicap de surdité pour compenser le coût. L'État, donc à travers la GFIP, a pris en charge le surcoût de ce masque qui était plus cher au départ, parce qu'il y a une technologie différente. Il est lavable 25 fois, etc. Mais quand vous êtes sourd, vous avez besoin qu'une dizaine de collaborateurs autour de vous soient équipés. Donc l'État a pris en charge le surcoût. Voilà, on s'est mis vraiment en côté pour que ça ne soit pas justement une désinsertion professionnelle subie par un salarié sourd. Alors, j'évoquais les difficultés pour les personnes en situation de handicap. D'abord, aussi, on peut parler d'urbanisme. Vous avez justement, au début de l'année dernière, dénoncé l'oisiveté, si je puis dire, de certains maires quant à l'accessibilité des personnes handicapées. On pense notamment aux trottoirs dans les rues. C'est un énorme problème pour les personnes handicapées qui sont en fauteuil roulant. Même, par exemple, par rapport au métro, il n'y a encore pas encore d'accès complet. Évidemment, c'est un métro qui a été créé il y a une centaine d'années, donc c'est très compliqué. Je crois qu'il n'y a qu'une seule ligne, d'ailleurs, à Paris qui est
efficace pour les handicapés, il me semble. La France est quand même très en retard sur ce point, mais je crois que ça devrait changer, notamment avec le Grand Paris. Qu'en est-il ? Alors, il y a plusieurs choses. Si on parle des transports, il faut quand même dire que maintenant, toutes les lignes de bus sont accessibles. Toutes les stations ont été mises en accessibilité, majoritairement. Il y a peut-être encore dans Paris quelques stations à Montmartre où la pente est trop importante, qui n'est pas accessible, mais c'est signalé. Les tramways sont 100% accessibles. Oui. Le matériel roulant est 100% accessible. Donc, je veux dire, la France a quand même rattrapé son retard. Il reste encore l'accessibilité totale des gares SNCF. C'est pour ça que je me suis vraiment assurée avec le président de la SNCF que dans le plan de relance, il y aurait une rallonge de 120 millions pour conserver le cadencement de l'organisation et de la mise en accessibilité des gares, parce qu'avec le confinement, il y a eu du retard. Ouais. Donc là aussi, nous maintenons le cap, et j'ai demandé vraiment au PDG de la SNCF de maintenir le cap de la mise en accessibilité des gares. Donc il y aura d'énormes travaux c'est programmé depuis longtemps, c'est fait en concertation avec les associations qui sont très actives dans les commissions d'accessibilité de ces gares. Mais quand on dit accessibilité des gares, c'est gares et cheminement autour. Ça, c'est très important. Parce que trop longtemps, on a été très dogmatique sur l'accessibilité en disant il faut que le point A soit complètement accessible. Mais moi, ce qui m'intéresse, c'est le cheminement pour les personnes. C'est la qualité d'usage du service rendu de l'accessibilité. Ça, c'est pour les transports. Et pour l'accessibilité des bâtis, vous avez parlé des collectivités. Là aussi, nous avons un agenda d'accessibilité qui a été négocié avec les collectivités, avec les établissements recevant du public. Les grands établissements qui reçoivent du public sont accessibles. Ce qui importe aujourd'hui, c'est d'accompagner les collectivités pour la mise en accessibilité des petits établissements qui font le quotidien des personnes handicapées. C'est ma petite boulangerie, c'est ma pharmacie, c'est mon café du coin où je veux aller boire mon café. Là encore, on a énormément de retard. Donc, qu'est-ce que je fais ? Je vais accompagner les collectivités avec la mise en place d'ambassadeurs en service civique d'accessibilité pour aider les collectivités à trouver ce cheminement et à programmer leurs travaux parce qu'on a pris trop de retard, c'est indéniable. Est-ce que vous êtes en contact, par exemple, avec Anne Hidalgo, maire de Paris, ou encore Valérie Pécresse, présidente de la région Île-de-France, puisque ce sont elles aussi qui ont le pouvoir de faire changer les choses très rapidement ? Sur Paris et la région parisienne, bien sûr que je suis en contact avec elles. Et évidemment, il faut qu'on travaille. Alors sur le métro, toutes les nouvelles tronçons de ligne sont 100% accessibles. Moi, ce qui m'importe, et j'ai mandaté justement le préfet d'Île-de-France, Marc Guillaume maintenant, mais précédemment, qui était le précédent, pour travailler grâce aux Jeux Olympiques et Paralympiques sur l'accélération de la mise en accessibilité des réseaux de transport. Qu'est-ce qu'on fait ? On a tout simplement mis à plat tous les plans de communication, qui soient souterrains ou en surface, pour proposer une accélération sur les réseaux, sur les nœuds de communication, pour qu'on puisse investir là où ça sera le plus utile pour les personnes en situation de handicap. Et se servir des Jeux Olympiques et Paralympiques comme un accélérateur de la mise en accessibilité des réseaux urbains pour la région parisienne. Alors, Anne Hidalgo, qui a par ailleurs affirmé, vous en parlez, son ambition de rendre les Jeux Olympiques et Paralympiques de 2024 100% accessibles. C'est vrai que ça peut amuser déjà au regard de ce qui se passe dans la vie quotidienne des Français handicapés, les manques qu'ils subissent. Qu'est-ce que vous en pensez, vous ? Non, mais des Jeux Olympiques et Paralympiques seront un accélérateur de la mise en accessibilité, comme je vous l'ai dit, de nœuds de communication. Mais on ne va pas rendre le métro complètement 100% accessible en 2024. C'est complètement utopique et c'est irréalisable de toute façon. Ne sont en somme et puis de toute façon en cadencement de travaux. Non, moi ce qui m'importe, c'est que les Jeux Olympiques et Paralympiques soient un accélérateur de plusieurs choses. De visibilité des personnes en situation de handicap. Il y aura des bénévoles en situation de handicap à l'organisation et l'accueil des Jeux Olympiques puis paralympiques, dès le premier jour d'ouverture, pour que le monde entier voit que les personnes en situation de handicap sont acteurs dans la cité, sont elles-mêmes accueillantes et sont bénévoles. Donc, nous travaillons à la formation de ces bénévoles, justement, pour qu'ils aient un passeport et pour qu'ils puissent être tout simplement acteurs en termes d'accueil. Ce sont les volontaires. Et puis, accélérer donc l'accessibilité. Le village olympique, qui en héritage sera après des logements sociaux, sur la commune de Seine-Saint-Denis, sera un laboratoire d'accessibilité 100% accessible, universel, tout type de handicap. Et j'y travaille justement avec la Solidéo, et pour que justement ça soit une vraie vitrine de ce que la France peut faire de mieux en accessibilité universelle. Tout type de handicap, dans la signalétique, pour le handicap psychique, dans l'accès bien sûr physique des bâtis, et qu'on voit que justement, encore une fois,
quand on travaille sur les besoins les plus spécifiques, c'est-à-dire les personnes handicapées, on travaille pour le bien commun de tous et que ça devienne un héritage pour tout un chacun, pour bien vivre dans la cité. Le sport et le handicap, c'est un vaste sujet. Je crois que des choses aussi ont été installées. Comment adapter à la fois justement le handicap et le sport plus globalement dans notre société ? Alors déjà, faire du sport pour personnes handicapées dans l'école. Et là, avec Roxana Maracineanu et Jean-Michel Blanquer, on a une grande ambition de faire beaucoup plus de sport et de parasport au sein de l'école, parce que ça commence là, de faire aussi de la coopération avec les établissements médico-sociaux qui ont une vraie expertise d'accompagnement, de travailler avec les deux associations, handisport et sport adapté, pour que justement leur expertise d'adaptation vienne au service du sport quotidien, travailler donc avec les sports, tous les petits clubs de sport qui sont à côté de chez vous. Qu'est-ce qui est important pour une famille quand on a un enfant ou un adulte en situation de handicap? C'est de normaliser le rythme, c'est-à-dire de pouvoir aller, comme je vous le disais, à l'école de son quartier, à la crèche, mais pratiquer le sport en famille, à son club de tennis, à son club de natation. Et là encore, il y a encore trop de recul, il y a encore trop de refus, parce que les animateurs sportifs se sentent démunis, ils ne connaissent pas. Donc là, il faut qu'on travaille le droit commun. Ils n'ont pas les formations, les clés. Ils n'ont pas les formations, mais les parents, ils n'ont pas eu les formations non plus. Je suis désolée, quand vous avez un enfant qui naît dans la famille, on n'a pas la formation et on se débrouille. Donc ce que l'on veut, c'est que justement, il n'y ait plus ce refus au prétexte que on ne sait pas faire, on n'est pas formé. Non, et qu'on vienne en accompagnement avec des ressources tout de suite disponibles, mais dans les clubs de sport à côté de chez soi. Alors, on parle d'urbanisme, Sophie Cluzel. Il y a aussi un autre dossier que vous avez pris à bras-le-corps. Il s'agit du logement, évidemment, la loi Élan, évolution du logement, de l'aménagement et du numérique, qui a fait passer il y a 3 ans l'obligation de construction de logements neufs accessibles aux personnes handicapées de 100% à 10%. Modification qui avait d'ailleurs fait débat, mais à 20%, mais que vous avez expliqué. Aujourd'hui, l'intérêt, en fait, est d'avoir des logements évolutifs pour les personnes handicapées. C'est ça, en fait, que vous mettez en avant. Alors moi, ce que je veux, c'est que surtout, d'abord, rappeler que 80% des handicaps sont acquis au cours de la vie. Donc quand vous êtes une famille, tout va bien, vous avez un logement, vous avez une salle de bain, une chambre, brusquement, il y a un accident dans votre parcours. Ce que je veux, c'est que les travaux puissent être faits rapidement. C'est-à-dire que ce évolutif, c'est que dans les normes de construction, on puisse déplacer des cloisons sans surcoût. Que maintenant, dans les normes de construction, on ait des douches à l'italienne, c'est-à-dire qui permettent justement de bien vieillir chez soi ou de rester chez soi si un accident arrive. Et c'est ça, cette évolution qu'on est en train de mettre en place. C'est même une révolution dans le mode de penser notre urbanisme de demain. C'est comme ça aussi qu'on a abaissé l'ascenseur au 3e étage, alors qu'avant, on était le dernier pays d'Europe à avoir cette obligation d'ascenseur à R+3. Maintenant, dès le 2e étage, vous avez un ascenseur. Donc, c'est démultiplier, en fait, les offres pour permettre de rester chez soi, bien vieillir chez soi et profiter de la vie et ne pas être obligé de quitter son domicile. Donc, ça, c'est les constructions neuves, bien sûr. Après, évidemment, nous avons... Donc, ça sera rendu obligatoire ? Dès le 1er janvier, là, les constructions, les douches à l'italienne sont maintenant inscrites dans les codes de l'urbanisme pour pouvoir construire des choses intelligentes qui vont nous permettre de tout simplement bien vieillir chez soi. Et encore une fois, grâce au handicap, on démultiplie le dénominateur commun du bien commun pour tous. Tout simplement, construire une société qui va nous permettre de rester et de vieillir en autonomie et en perte d'autonomie parfois, mais chez soi. Alors le bien commun, on parle aussi d'habitat inclusif, l'habitat partagé. Je crois que c'est aussi un de vos grands projets de 2021. Est-ce que vous pouvez nous en parler, nous expliquer un petit peu ce que c'est ? Alors, qu'est-ce que c'est que l'habitat inclusif ? Aujourd'hui, une personne handicapée, elle a le choix, quand elle devient adulte, soit de vivre en collectivité, mais une grande collectivité, ce sont les foyers qu'on avait l'habitude de construire, ou d'être seule chez soi, très très isolée. On est en train d'offrir une alternative, qui là aussi est une révolution sociétale. C'est l'habitat inclusif, c'est une espèce de colocation, si je peux le dire le plus simple. Oui, c'est ça. Voilà, avec un projet d'aide à la vie partagée, c'est-à-dire qu'on ne nie pas le besoin d'accompagnement des personnes, mais quel que soit leur type de handicap, elles veulent aspirer à une vie différente. Donc déjà, un nombre de personnes beaucoup plus restreint que ces grands foyers qu'il y avait avant, 5, 6, 7 personnes, avec une aspiration à l'autonomie, mais un besoin d'être accompagné. Et cet accompagnement, il a besoin d'être pérenne, bien financé, rassuré que dans le temps, il sera toujours présent. Donc, qu'est-ce qu'on a fait ? J'ai commandé un rapport à Denis Piveteau et Jacques Wolfrom, avec le Premier ministre, qui a analysé tout ce qui existait comme justement habitat alternatif. Et en fait, on avait déjà un des forfaits d'habitat inclusif, mais qui était très très lourd à mettre en place. Donc là,
toujours pareil, j'ai décidé vraiment qu'il fallait favoriser l'autonomie des personnes. C'est-à-dire leur attribuer une aide à la vie partagée directement à la personne, qu'elle va mettre au pot, comme ça, avec ses 6 colocataires, pour avoir un accompagnement pérenne, gradué dans l'intensité selon les besoins. Donc, nous avons déjà ouvert des colocations, si on peut l'appeler ainsi, mais il y a un vrai projet de vie partagée. C'est-à-dire qu'il y a des prises de repas qui sont collectivement pris ensemble pour apprendre l'autonomie, justement, à cuisiner, à faire son linge, à travailler. Et puis, petit à petit, quand on se sent vraiment autonome parce qu'on a travaillé cette autonomie, on peut aussi choisir différemment. Et les pièces sont adaptées aussi. Alors les pièces sont adaptées aux besoins, c'est de la construction ou de la rénovation, mais c'est surtout ce qui est très intéressant, c'est en cœur de ville. Et c'est pour ça que la vie sociale va être si importante. C'est vraiment un projet de société. C'est-à-dire que ça peut permettre aussi dans les villages, dans les petits bourgs, dans les villes de petite, de peu de densité, de réinnerver aussi les centres-villes avec ces projets justement de vivre ensemble. Et c'est comme ça qu'on crée cette cohésion naturelle. Ce vivre ensemble devient une réalité grâce à ces habitats partagés. Et ça, c'est personnes handicapées, personnes âgées. Donc là, on travaille vraiment sur un changement de regard des besoins d'accompagnement des personnes. Alors, un autre aspect du monde du handicap, on en parlait au début de cet entretien, ce sont les aidants, un rôle précieux, trop souvent occulté aussi peut-être. Et je pense que vous aussi, Sophie Cluzel, vous êtes une personne bien placée pour en parler. C'est extrêmement difficile pour certains d'aider leurs proches, parfois 24 heures sur 24, les obligeant à travailler à mi-temps. Je sais qu'aujourd'hui, des aides ont été mises en place, je crois, 900 € par mois. Quelles sont les aides compensatoires ? Il y a plusieurs choses. Non, les 900 €, ça c'est un petit peu compliqué, oui. Non. Pour les aidants même, il y a une grande chose, c'est qu'on a reconnu que quand vous êtes salarié, par exemple, ou collaborateur dans une entreprise, vous allez beaucoup mieux concilier votre vie personnelle et votre vie familiale. Parce que vous êtes salarié, mais vous êtes aussi aidant, par exemple, ou d'un enfant handicapé ou d'une personne âgée, et que vous êtes tout le temps tiraillé entre le fait d'organiser la vie de la personne que vous accompagnez et vous-même. Et donc, on a créé le congé professionnel rémunéré, vraiment pour les aidants. Et là, c'est 3 mois possibles que vous pouvez prendre soit en 1 jour, soit en 15 jours, soit comme vous le voulez, mais rémunéré par l'État. Donc, c'est dans les 50 € au jour, selon si vous êtes en couple ou célibataire. Et là aussi, c'est une façon, je dirais un peu de normaliser votre rythme d'aidant par rapport à votre chef d'entreprise, par rapport à votre patron. Très important. Donc ça, c'est rémunéré par l'État, ce n'est pas à la charge de l'entreprise, et c'est 3 mois de congé potentiel que vous prenez, rémunéré, pour aller vous occuper pendant 8 jours, de mettre en place le service d'aide à domicile pour la maman dont vous vous occupez ou pour l'enfant que vous avez en charge. Donc ça, c'est le congé pour les aidants. Les 900 € dont vous parliez, ça, c'est pour permettre aux personnes en situation de handicap d'être parents, comme tout un chacun. C'est l'aide à la parentalité. C'est-à-dire que vous êtes en situation de handicap, moteur, psychique, mental, vous voulez être parent, mais par contre, vous êtes parfois empêché dans les gestes quotidiens pour vous occuper d'un enfant. Si vous êtes en fauteuil, parfois c'est extrêmement compliqué de pouvoir donner son bain à son enfant. Donc ça, c'est la prestation de compensation du handicap pour pouvoir accéder à une parentalité comme tout un chacun quand on est parent en situation de handicap. 900 € dès la naissance de l'enfant et 1 200 € aux 0, aux 3 ans et aux 6 ans, de nouveau, pour les aides techniques, c'est-à-dire acheter une table à langer qui s'adapte. C'est ça, le matériel, c'est ça. Donc, qu'est-ce que c'est ? C'est toujours dans la même mouvance de ma politique, c'est d'être citoyen, comme tout un chacun, pour les personnes en situation de handicap. Vous avez parlé des droits à vie, on n'a pas parlé du droit de vote pour les personnes majeures protégées sous tutelle. Oui, ça, c'est une des choses c'est très importante, on pourra y revenir. C'est de pouvoir être parent, comme vous et moi, parce que vous avez besoin d'aide humaine, par exemple, pour votre parentalité, ou d'aide technique. Et ça va être dès le début de l'année 2021 qu'elle pourra être mise en place. C'est un forfait qui sera révisable dans 1 an, dans 18 mois, si on voit que c'est pas assez. Mais moi, ce que je veux, c'est être pragmatique. Être vraiment la ministre qui change la vie du quotidien des personnes en situation de handicap. J'ai naissance d'un enfant, je suis moi-même en situation de handicap, j'ai immédiatement mon allocation pour pouvoir embaucher la personne pour m'aider à être vraiment parent. Alors Sophie Cluzel, nous arrivons pratiquement au terme de notre entretien. Il me reste encore quelques questions et j'aimerais évoquer aussi ce dossier qui a récemment fait polémique. Le 9 février dernier, vous vous êtes déclaré favorable à l'autorisation de l'assistance sexuelle pour les personnes handicapées. Pour vous, il s'agit de faire un bond en avant colossal dans la bientraitance des personnes quand d'autres dénoncent une forme de prostitution, un sujet qui est très tabou en France. C'est vrai qu'on en parle très peu. Pourquoi selon vous ? Toujours pareil, dans la mouvance d'être citoyen et de pouvoir acter, de pouvoir exécuter ma citoyenneté. En 2012, c'était ma collègue Roselyne Bachelot avait lancé aussi cette saisine du Conseil national d'éthique
Ça n'avait pas abouti à l'époque. On est 8 ans après. J'ai donc demandé de nouveau au professeur Delfrécy, le président du comité d'éthique, de me rendre un rapport sur justement cette saisine si importante sur la vie intime, affective et sexuelle des personnes en situation de handicap. Pour moi, il n'y a pas de tabou à avoir. Il faut qu'on puisse parler de façon sereine de ces sujets si importants, de savoir quand on est extrêmement empêché dans les gestes quotidiens, de sa vie intime, affective et sexuelle, eh bien, de pouvoir avoir des professionnels qui puissent vous accompagner. Alors, j'attends le rapport en février-mars, et après, nous verrons comment, justement, dialoguer en sérénité avec l'ensemble des parties prenantes de la société civile. Mais force est de constater qu'aujourd'hui, certains professionnels le font de façon clandestine, et c'est pas tolérable. C'est vrai. Et d'autres partent en Suisse également. D'autres partent en Suisse. Donc, pourquoi avoir peur de parler des sujets qui sont si importants pour les personnes, qui nous feront faire de toute façon des bonds en avant colossales sur la vie intime en collectivité, dans les établissements médico-sociaux, la formation des professionnels. Donc, j'attends la saisine et puis nous pourrons ouvrir ce débat, je l'espère le plus sereinement possible, sans s'invectiver les uns les autres. C'est ce que je souhaite. Je saisirai le Conseil national consultatif des personnes handicapées, son président Jérémy Broy, et nous en discuterons. Nous pourrons faire des auditions encore plus larges, mais je pense qu'il est temps de pouvoir regarder cela. Et de toute façon, ça nous fera faire des bonds en avant colossaux sur la prise en compte, justement, de l'éducation à la vie intime et sexuelle au sein des établissements scolaires, au sein des établissements médico-sociaux, et puis donner la parole surtout aux personnes en situation de handicap pour qu'elles exprimer leurs besoins, leurs attentes, et comme tout un chacun. Le quinquennat d'Emmanuel Macron replace la personne handicapée comme une personne à part entière. C'est ce que vous avez par ailleurs déclaré. Aujourd'hui, c'est vrai que certains critiquent le trop-plein administratif des autorités, car la reconnaissance du fait handicapé est très longue. On en a parlé. C'est un des grands combats que vous avez menés au cours de ces 4 dernières années. Et vous parliez tout à l'heure notamment du droit de vote pour les personnes handicapées. Quel est le bilan que vous faites de toutes ces années au gouvernement? Et j'imagine que ça, vous en êtes très fiers. Oui, j'en suis très fière. Ça fait 30 ans que les associations ont réclamé que les personnes majeures protégées sous tutelle soient remises dans leur droit de vote. Alors, elles pouvaient le faire, mais systématiquement, le juge leur enlevait. Vous imaginez bien qu'elles ne pouvaient pas ni se paxer, ni se marier, ni se soigner, ni voter sans l'autorisation du juge. Résultat, vous aviez par exemple un autiste sévère qui était en protection majeure protégée sous tutelle. Une rage de dents en week-end, on ne pouvait pas le soigner parce qu'on n'arrivait pas à joindre son juge. Donc ça, c'était des empêchements, en fait. C'était pourquoi ? Parce qu'on a une vision extrêmement protectrice de la personne handicapée en France, historiquement. Donc c'était pour les protéger. Mais ça revenait à l'effet inverse. Donc ce qu'on a voulu, c'est vraiment leur remettre dans leur plein droit. Et que donc ces 300 et quelques mille personnes qui sont majeures protégées sous tutelle peuvent maintenant exercer leur droit de vote directement. Alors bien sûr, ce qui est important, c'est l'accomplissement de son droit de vote. Donc il nous faut travailler. Et c'est là aussi, c'est une façon d'accélérer aussi la mise en accessibilité universelle des professions de foi, la façon dont on va par exemple avoir des bulletins de vote qui seront en braille. Tout cela nous pousse à être meilleur dans l'accessibilité universelle. Tout à l'heure, vous avez parlé des problèmes de communication sur les personnes sourdes avec le masque inclusif, mais je voudrais quand même revenir juste 3 secondes sur l'apport du confinement. Il nous a fait faire un bond en avant sur la mise en accessibilité en communication. Vous avez remarqué que, par exemple, le président de la République prend toujours maintenant une parole avec sous-titrage et interprète langue des signes. Toutes les conférences de presse sur la santé ont été faites ainsi. On ne reculera pas. On ne reculera plus. C'est vraiment l'accessibilité universelle. Elle est inscrite. Le Premier ministre l'a réaffirmé lors du dernier comité interministériel du handicap, en disant que nous avons maintenant un budget destiné à chaque ministre pour que chaque prise de parole importante soit en communication et en accessibilité universelle. Donc ça aussi, j'en suis très fière, parce que du coup, nous n'excluons plus personne sur la communication, et ces 2 millions et quelques de personnes qui sont sourdes ou malentendantes étaient exclues justement pendant longtemps. Moi, ma grande fierté, c'est encore une fois de porter cette citoyenneté du quotidien pour les personnes en situation de handicap. Trop longtemps, elles ont été exclues ou ont eu une politique extrêmement à part. Donc le fait d'être attaché auprès du Premier ministre a inscrit dans le droit commun de chaque ministre sa responsabilité de changer la donne pour que les personnes en situation de handicap soient des citoyens à part entière. Donc ça passe bien sûr par le vote, mais ça passe par des droits à vie, ça passe par la simplification. J'ai été quand même la première ministre à mettre le baromètre des maisons départementales des personnes handicapées, l'observatoire, c'est-à-dire que maintenant chaque Français peut savoir quels sont les délais qui sont dans son département pour obtenir les droits, pour obtenir, son allocation, etc. Ça, c'est important. C'est donner la possibilité dans toute
transparence d'une politique publique qui avance en concertation, en coopération avec les départements, puisque je partage cette responsabilité avec les départements. Et ma façon de travailler, ça a toujours été la co-construction avec les élus de terrain, avec les personnes elles-mêmes. Jamais rien pour nous sans nous. C'est pour ça que j'ai voulu rénover aussi le Conseil national consultatif des personnes handicapées et surtout donner la parole aux personnes le plus possible, que ce soit dans les médias ou dans leur expression directe sur leurs besoins, leurs attentes, leurs rêves et leur envie d'être comme vous et moi, c'est-à-dire pouvoir participer au quotidien à la société. C'est ça la société inclusive, hein, c'est que j'accède au droit commun et ce droit commun, il s'adapte à mes besoins. C'est ça la société inclusive. Merci Sophie Cluzel d'avoir répondu à nos questions. Je rappelle que vous êtes secrétaire d'État chargée des personnes handicapées. J'espère qu'on aura le plaisir de vous retrouver très bientôt sur Radio J. Merci.